Vous avez ici devant vous le sous-marin l'Onondaga, qui est un sous-marin canadien qui est en fonction de 1967 à l'an 2000. Donc, 33 ans de service militaire. 90 mètres de long, hein, par 8 mètres et demi de large. Et les gens vivaient dans un cylindre de 5 mètres et demi. Et essayez d'imaginer qu'à bord de ce long sous-marin, il y avait 70 membres d'équipage. Le Canada a décidé d'avoir des sous-marins de la guerre froide pour contrer la guerre froide. Donc, a acheté 3 sous-marins de la classe Oberon qui ont été conçus en Angleterre. Donc, vous avez... Puis l'Angleterre en a produit quand même 27 qui ont été répartis un peu partout à travers le monde, dont l'Australie en avait aussi. Et ça servait justement pour contrer la venue des Russes, le furetage et en même temps des missions. Des missions secrètes qu'on ne peut même pas parler parce que depuis qu'il est en mission, toutes ces missions sont encore classées secrètes. Vous avez des gens qui dormaient, donc vous n'avez pas remarqué les types de couchettes qu'il peut y avoir avec leurs sacs, leurs bagages. Ça servait aussi d'endroit pour manger, parce que vous avez des lavabos pour faire la vaisselle, vous avez la table pour manger, les bancs comme ça, et les réservoirs pour mettre leur linge. Ici, vous êtes dans la deuxième section de la salle arrière, la tour d'évacuation. Donc, s'il y avait une urgence, qu'on devait quitter le sous-marin, on devait enfiler une combinaison de survie comme celle-ci, et on sortait en groupe à l'extérieur. On a regardé qu'est-ce qui se faisait ailleurs, qu'est-ce qu'il y avait ailleurs. Puis il y en a beaucoup ailleurs. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Il y en a, écoute, présentement, il y en a 4 en France. Alors, on a pris des contacts avec ces gens-là. Puis on est allé les rencontrer, puis on est allé voir comment ça fonctionnait, quelle était la fréquentation, un peu tout ça, comment ils le mettaient en valeur. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ça avait du potentiel. 7 officiers, une quinzaine de maîtres, donc ce qu'on appelle des seniors, qui donnent des ordres. Vous aviez ensuite une douzaine dans l'armement, une douzaine dans la télécommunication, une quinzaine de marins, parce qu'on parle d'un bateau, donc doit fonctionner normalement. Et vous aviez 2-3 cuisiniers. Très important pour le moral. Les analyses ont démontré qu'il pourrait y avoir une bonne fréquentation. Et puis à ce moment-là, nous, on pensait autour de 50 000 visiteurs, ça serait le rêve. Et depuis une dizaine d'années, on roule entre 60 et 90 000 visiteurs. On partait pour des missions de combien de temps? Des fois, c'était 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Donc, une mission peut débuter pendant 2 semaines, se prolonger 1 mois plus tard. Donc, ça veut dire que les gens qui partaient pensaient partir 2 semaines, mais en réalité, ils partaient des fois 1 mois et demi, 2 mois. L'autonomie du sous-marin comme tel est de 3 mois. Donc, il était basé à Halifax. Donc, du moment qu'il quittait Halifax, il peut faire une mission de 3 mois sans ravitaillement. On est arrivé dans ce qu'on appelle la salle des moteurs électriques. Donc, vous avez ici tous les panneaux de contrôle pour l'alimentation électrique du sous-marin, la vérification des batteries, leur état, si ça surchauffe, et vous avez les panneaux de contrôle pour les 2 moteurs électriques qui sont sous nos pieds. Ces 2 moteurs électriques, chacun développe 3000 chevaux vapeur, directement reliés aux hélices. Il faut comprendre que c'est une confection britannique, donc vous allez avoir toujours English Electric, qui est la compagnie qui a conçu l'électricité, le contrôle pour les batteries, qu'on parle de température, on parle de Fahrenheit, et le panneau pour contrôler le moteur bâbord et le moteur tribord. Vous allez voir à bâbord et à tribord. Alors ici, vous êtes dans la salle des moteurs diesel. Vous voyez actuellement, ce sont les moteurs, ce sont les valves des moteurs. C'est des moteurs, c'est des 16 cylindres à 4 temps en V. Donc, ça veut dire que si vous avez 8 cylindres, sur l'autre côté du moteur, vous en avez autant, donc très étroit. Et c'est ces moteurs-là qui vont fonctionner, au bout, vous allez avoir les génératrices qui, eux, leur fonction, c'est de tout simplement transformer le mouvement énergétique du moteur diesel en électricité qui va être accumulée dans les batteries à l'avant. Et en même temps, on peut imaginer la chaleur qu'il peut y avoir. Donc, ça peut monter jusqu'à 60 degrés Celsius. Alors, si on parle de quart de travail,
Pour les mécaniciens diesel, c'est 4 heures de travail, 8 heures de repos, à cause justement de la chaleur accablante. Avec les gardes-côtes pour la protection de la zone de pêche, a été utilisé pour contrer le trafic de stupéfiants qui pouvaient rentrer au pays. Alors, il y a eu beaucoup d'utilisations comme ça, très variées, au fur et à mesure que la guerre froide se calmait finalement. Et puis celui-là, l'Onondaga, a été opérationnel pendant 33 années quand même, là. Il a fait plusieurs fois le tour, l'équivalent du tour de la Terre, là. Et ici, ce sont les autres officiers qui vont cohabiter ici. On parlait de 7 officiers. Donc, il y en a 6 qui vont vivre ici, soit l'armement, navigation ou autre. Ici, on est dans le corridor médical, donc ce sont un infirmier qui va s'occuper justement de la santé des sous-mariniers s'il y a des accidents, des évacuations ou autres, éviter toute propagation de maladies comme telle. Ce qui est beau aussi, c'est que beaucoup de gens, que ce soit des jeunes, de jeunes femmes, de grands-mamans, tout le monde a un intérêt à venir à l'intérieur pour voir ce type de bâtiment. C'est vraiment unique. Alors, tous les gens sont intéressés à pénétrer à l'intérieur pour voir comment ça se vivait à l'intérieur d'un sous-marin. C'est l'endroit le plus important du sous-marin, la cuisine. C'est l'endroit pour garder le bon moral des troupes. Hein? Parce que vous savez très bien que quand on mange bien, tout va bien. Alors, essayez d'imaginer, on avait 2-3 cuisiniers qui se relayaient 24 heures sur 24 pour faire 3 repas par jour à heure fixe. Hein? On avait le déjeuner, le dîner, le souper. Il faut essayer d'imaginer qu'ici, dans cet espace, il y avait 21 sous-mariniers qui dormaient. Mais il faut comprendre que les gens étaient en alternance à cause des quarts de travail. Donc, on peut dire qu'il y avait à peu près le tiers des sous-mariniers qui dormaient, l'autre tiers qui était en fonction dans des watches au travail, puis l'autre tiers qui était soit en train de manger, de relaxer, d'écrire ou d'être en formation. The HMCS Onondaga, and I sailed on her for 3 years, like from 85 to 88. You were on that boat? Yeah. It was good. I enjoyed it. I liked the boat. I liked the crew. I liked it because you had to know everything, essentially to be a submariner, and you learned how everything integrated with everything else, and there had to be that camaraderie to make the thing work. So when you were on the boat, you were on the boat. When you were a submariner, you were a submariner, and nothing else mattered if you were at sea because the world didn't exist. Like, that was it. That was your whole world. And that was the good part. Alors ici, vous êtes dans ce qu'on appelle la salle de contrôle, c'est-à-dire le cerveau du sous-marin. Donc, c'est ici qu'on va contrôler toutes les fonctions vitales du sous-marin, qu'on va émettre les ordres, qu'on va faire la navigation, qu'on va faire le tir des torpilles, qu'on va voir avec le périscope. Comme exemple, ici, on a un périscope d'attaque. Donc, on va pouvoir voir à l'extérieur. Dans la salle de contrôle, si on va, mettons, en mode furtif, ce qu'on appelle le mode d'attaque, on était 21 dans l'espace que vous voyez ici, au complet. C'est beaucoup de monde. C'est quand même beaucoup de monde. Donc, chacun était à son poste, chacun faisait ce qu'il avait à faire. Vous avez des gens qui donnaient des ordres, le commandant, vous avez les supérieurs qui donnaient des contrôles ou autres. Mais en mode normal, comme je vous disais, à peu près, on pouvait, je pense, 5 à 6 personnes faire fonctionner le sous-marin calme. Il y avait toujours 2-3 personnes à la table de navigation pour faire des calculs tout le temps. We do exercises with the States because they didn't have any diesel boats. So they could do practice trying to find us, which they rarely could. And then we'd go on actual patrols because Cold War was still on. So we'd tag alongside a Russian bomber, like a Russian Nuki boat. And they'd listen to us, we'd listen to them. 3 months later, we'd go home, they'd go home and send somebody else out. So you were doing actual missions at the time. Where you travel with the submarine?
Down the East Coast, mostly, up and down the East Coast, Bermuda, Florida, and more up towards the North Sea, North Atlantic. Right, that's when you were being actually going on missions out there rather than training missions. Is that the first time that you revisit this boat? 30 since you quit years. it? Yeah, How long? 30 years. So 88, much of this 2019. So over 30 years, yeah. And what's the feeling that you had when you came here a moment ago and see it and visit it? I was shocked to see how small it was. Because just like anything, when it becomes familiar, you move through it so easily. And you're wondering, how did I get into all those spots? And I could look at places and know I was down there. I crawled down that hole. I used to work down in that hole. And that was shocking. And the smell hit you right away. And I mean, it's all cleaned up. It's not going to sea, but the smell's still there. And that brings back a lot of memories too. Alors ici, vous êtes rendu dans la salle des torpilles avant. C'est le compartiment le plus spacieux du sous-marin. On a entreposé des torpilles comme celle-ci, ce qu'on appelle des MK-48. Donc, on peut en avoir 16 comme telles. Là, vous voyez que c'est très dégagé. Mais quand c'était rempli, c'était étroit comme ça, plein. Mais comme on partait en général avec 4 à 6 torpilles, il restait de l'espace pour du matériel et de l'espace aussi pour les hommes. Donc, on installait des couchettes côte à côte avec des sacs de couchage, des rideaux. Et il y avait une quinzaine de sous-mariniers qui pouvaient dormir à l'intérieur, dans la salle des torpilles avant. Derrière moi, ce que vous voyez, c'est les tubes lance-torpilles. Donc, c'est à partir de ces tubes qu'on insérait des torpilles et qu'on faisait la mise à feu pour les envoyer. Donc, on a 6 tubes lance-torpilles avec tous les systèmes que vous pouvez voir de valves, d'air comprimé, d'eau, d'équilibrage ou autre. Il fallait vérifier l'état de la torpille, il fallait l'emmener sur son berceau, la rentrer doucement, il fallait vérifier l'état du tube s'il n'était pas inondé, s'il n'y avait pas des débris à l'intérieur comme tel. Après ça, on insérait la torpille, on la fermait, on inondait le compartiment et on ouvrait la porte extérieure, de l'air comprimé qui poussait en masse l'eau et la torpille pour qu'elle puisse se mettre en mode propulsion automatisée. Et c'était une torpille qu'on appelle philo-guidée, donc vous avez un câble très fin qui va relier la torpille au sous-marin. Ce qui m'émerveille le plus là-dedans, c'est de voir les gens, des fois, un petit peu hésitants à dire « Ah, ben c'est un sous-marin, je suis pas trop sûr. » Mais quand ils sortent, l'émerveillement qui sont dans leurs yeux, c'est d'autres gens que je vois. Nous, on est enrichis continuellement, année en année, avec tout le personnel qui travaille, c'est de voir ces gens-là sortir émerveillés. Le fameux « wow » d'une expérience est là, que ce soit dans l'activité nuit à bord ou que ce soit dans l'activité de visite régulière du sous-marin.